Bonjour à tous et bienvenue pour ce retour de la délégation One Health du CES 2024 qui s'est déroulé donc du 9 au 12 janvier et on a la chance d'organiser donc ce webinaire avec le soutien de Seva, spécialisé donc en santé animale. Et donc je suis accompagné de Annick Valentin-Smith qui s'occupe du collectif VetInTech, et puis moi-même qui suis du coup le dirigeant et fondateur de Buzzy Santé. Et puis nous aurons la chance aussi d'accueillir deux personnes qui étaient au sein de la délégation, donc Géraldine Blanchard et Pauline Duval, qui nous partageront aussi leur expérience. Alors, Bonjour n'hésitez pas à Rémi poser vos et bienvenue questions. à tous. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on fera une petite session questions-réponses à la fin. Donc, au niveau du programme, nous allons déjà commencer par faire un petit focus sur la santé animale, ensuite la santé humaine, et puis les autres innovations qu'on a trouvées assez intéressantes au niveau du CES. Donc, pour commencer, on va vous passer une rapide vidéo qui synthétise un petit peu déjà l'aventure du CES 2024. Oui, il y a ces images, un peu d'innovation, de stand avec de la réalité virtuelle, des robots, de la réalité augmentée, beaucoup d'intelligence artificielle, on y reviendra en détail, et certains des robots un peu stars, on a pu trouver aussi au CES. Il y a autant autour de la santé humaine, la santé animale, et puis d'autres secteurs d'activité, et beaucoup de choses, notamment autour de la biotech. Peut-être un petit peu cette santé humaine, santé animale et santé environnementale. Voilà, avec la délégation, c'est vrai qu'on a vécu aussi des moments sympathiques autour de Las Vegas, avec un CES qui regroupe, vous voyez, plus de 135 000 visiteurs, 4 500 exposants dans le secteur d'activité, avec énormément de stands de délégations de tous les pays, et notamment énormément de délégations d'Asie. Et au niveau de l'Europe, c'était surtout la France qui était bien représentée. Avec donc, comme on le disait, une expérience collective, hein, plus de 50 km à pied en 3 jours. Donc c'est vrai qu'on a tendance à faire beaucoup de petits pas aussi dans certaines zones des salons. Mais ce qui était intéressant, c'est justement de pouvoir découvrir toutes ces innovations à travers les différents halls. Il faut savoir que l'ensemble des halls d'exposition correspondait à peu près à 43 terrains de football, donc quelque chose d'assez vertigineux, d'assez immense. Alors évidemment, on n'a pas pu tout voir, c'est quasiment impossible, à moins d'avoir un clone. Mais en tout cas, ça nous a permis de découvrir énormément d'innovations et de faire des rencontres aussi. On a organisé des rencontres avec certains acteurs de santé, donc notamment avec l'équipe Barracoda, avec Thomas Serval, ou avec l'équipe Maniti, propose des solutions à la fois en santé animale, santé humaine, et puis avec Invoxia, qui est spécialisée aussi en santé animale. Je vous propose maintenant de rapidement, en termes de synthèse, déjà on n'a pas vu d'innovation vraiment disruptive, hein, de choses, on va dire le wow effect, mais des solutions qu'on trouvait de plus en plus robustes et matures par rapport aux éditions précédentes. Niveau santé humaine, il y a eu beaucoup de choses autour du handicap, notamment tout ce qui était de la dyslexie, tout ce qui est autour de l'audition,
pour l'accompagnement des malvoyants, de la surdité, etc. L'intelligence artificielle était vraiment présente partout. Alors, pas toujours à bon escient, hein. C'est vrai qu'on voyait que pour certains, c'était plus un coup de com' de parler d'IA, mais il y avait quand même beaucoup de solutions robustes et notamment qui intégraient tout le potentiel de l'IA générative. Au niveau vraiment de la délégation française, il y avait donc tout un corner French Tech avec Business France, où il y avait à peu près 22 startups santé. Et puis, vous aviez d'autres délégations. Il y avait une délégation Rhône-Alpes qui était à part, et également des startups santé françaises qui étaient sur d'autres stands thématiques, comme Web3 ou d'autres blockchain ou d'autres thématiques comme ça. Et ce qui était assez intéressant de voir cette année, c'est que aussi bien en santé humaine que santé animale, il y avait une très très forte délégation coréenne, qui était vraiment la première délégation étrangère au CES cette année, qui était vraiment très présente, au-delà bien sûr des très grands acteurs hein, comme Samsung ou LG. Et puis, bon, on y reviendra plus en détail aussi, c'est que pour la première fois, il y avait pas mal de solutions dédiées aux animaux d'élevage et pas uniquement à ce qu'on va appeler la pet tech. Du coup, je vais laisser la parole à Annick qui va nous faire un panorama avec aussi les témoignages de Géraldine et Pauline de la santé animale. Merci beaucoup, merci Rémi. Quelques petits points pratiques. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Vous venez d'horizons très très différents, à la fois de la santé humaine et de la santé animale. Et merci d'être présent. Des petits points pratiques. Vous pouvez chatter en mettant vos messages sur le chat, mais vous pouvez aussi nous poser des questions et on se fera un plaisir de répondre à toutes ces questions en fin de présentation. On répondra aux questions santé humaine et santé animale. Alors, je me présente en 10 secondes. Annick Valentin-Smith, je suis cofondatrice et actuellement présidente de VetInTech, une association qui s'intéresse de très près à la e-santé animale. Et c'était pour VetInTech son 5e voyage au CES, 5e délégation. Et aujourd'hui, il y a plus de 50 personnes qui nous ont accompagnés au CES. Alors, que dire de ce CES 2024 ? Je vais reprendre ce que Rémi vient de dire. Donc, rien de véritablement disruptif, mais un CES extrêmement riche et super intéressant. C'est vraiment un bon millésime, une bonne cuvée. Que retenir ? Plusieurs points. Une grosse présence de la santé animale, hein, 2 fois plus de stands qu'en 2023. Donc, la présence santé animale, la présence des animaux, du bien-être animal s'accélère. Beaucoup de solutions pour la santé au domicile, et là je parle des animaux de compagnie. Beaucoup de présence, on l'a vu, de l'intelligence artificielle. Toutes les solutions sont ou intelligentes ou smart. Je pose la question de l'IA washing, comme on a eu du greenwashing. Il y en a peut-être un petit peu trop et ce ne sont pas toujours des solutions d'intelligence artificielle. Au-delà de ça, ce sont quand même des solutions qui sont très personnalisées et totalement individualisées. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, le problème, ce ne sont pas les technologies. Le succès d'une solution n'est pas basé sur sa technologie. Il n'y a plus vraiment de limite, mais sur la qualité des données qui servent à la mise au point de cette solution et surtout sur les besoins des cibles. Que dire aussi, les dispositifs commencent à fonctionner ensemble. On peut analyser les sons et analyser l'image avec 2 technologies différentes et arriver ainsi à des solutions qui améliorent le diagnostic. Aujourd'hui, on est passé, il y a quelques années, d'un dispositif, d'une solution. On disait non, on ne va pas parler de solution, mais de service, à maintenant un assistant personnel qui est maintenant un coach. Donc, en fait, la solution, c'est le coach du vétérinaire ou c'est le coach du propriétaire.
On l'a dit, des solutions pour l'élevage qui sont peut-être même plus élaborées que ce qu'on voit aujourd'hui pour les animaux de compagnie. Et puis, je confirme, les Coréens sont partout. Donc, allons-y. Plus de 45 exposants, je vous disais, ça a doublé par rapport à l'année dernière. On était au-delà de 20, mais on est arrivé à près de 50. Vous voyez de la VetTech, hein, donc des technologies pour les vétos, des technologies qu'on partage entre le véto et le propriétaire, des robots, des solutions pour distraire les animaux, et puis, comme auparavant, des litières, des gamelles, des trackers connectés. Et puis, je vous l'ai dit, près de 10 solutions destinées à l'élevage. Parmi toutes ces solutions, les Coréens représentent plus de 50% des stands. Et puis, ce qu'on peut noter, c'est le retour des Chinois qui étaient absents l'année dernière et qui viennent présenter en fait essentiellement leur capacité de fabrication dans leurs usines. Alors tout ça, vous pouvez le retrouver dans le rapport CES qu'on est en train d'écrire, Rémi et moi, qui reprendra la totalité des solutions, des dispositifs qu'on a pu voir sur place. Quelques mots pour vous donner un avant-goût de tout ce qu'on a rapporté. Et on va passer tout de suite à la solution, aux solutions que j'ai dénommé les VetTech, hein, donc les solutions pour les vétos dans leur clinique. La première solution, c'est Laika, qui est représentée par une équipe italienne, qui est en fait un assistant du vétérinaire. C'est une plateforme qui va permettre au vétérinaire d'être aidé dans son diagnostic. Cette plateforme va proposer des traitements et des examens complémentaires. Tout ça est basé sur les dernières publications, sur des cas cliniques, et tout ça est alimenté en permanence par de l'intelligence artificielle. La solution est actuellement en test auprès de cliniques en Italie, et elle devrait être disponible en italien et en anglais très rapidement en français. Deuxième solution, alors là on est sur un petit dispositif miniaturisé présenté, donc ce dispositif s'appelle Vetmo, présenté par Meniti. C'est un petit dispositif miniaturisé qui est connecté à l'animal et qui va permettre de surveiller cet animal pendant son anesthésie. Donc là aussi, un assistant du vétérinaire, hein, qui va monitorer, qui va tout enregistrer pendant l'anesthésie de l'animal, donc le CG, fréquence cardiaque du coup, fréquence respiratoire, la saturation en oxygène, etc., etc. C'est valable chez le chien et chez le chat. Et bien sûr, tout ça peut être surveillé et exporté sur un smartphone. C'est actuellement mis à disposition des cliniques du réseau Anicura. Slide suivante, on va passer aux solutions de santé qui sont à la fois partagées par le véto et le propriétaire à domicile. Donc, le Minitel Invoxia, alors très très beau stand. Et puis, je dirais que ce petit dispositif a vraiment fait la une au CES avec beaucoup de retombées médiatiques. Donc là, c'est la suite du Smart Dog Collar qui était présenté l'année dernière. Là, il s'agit donc d'un tout petit dispositif, 36 grammes, qui est fixé au collier et qui va permettre à la fois, quand je dis 3 en 1, d'avoir la géolocalisation et l'activité. Bon, ça, c'est assez classique. Mais surtout, c'est un dispositif qui va capter la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque quand le chien est au repos. Donc, pour le moment, le Minitel est disponible pour les chiens de toute taille, il n'est pas encore disponible pour le chat, et il est actuellement en cours d'étude dans la fibrillation auriculaire. Et comme vous le voyez, il est déjà disponible sur le site, et ce collier demande un abonnement. Autre solution qu'on partage, que le propriétaire partage avec le véto, Carpet, qui est donc un coussin connecté qui capte la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque au repos. Withapet, qui est un stéthoscope connecté qui est particulièrement intéressant dans les pathologies cardiaques et qui est aujourd'hui couplé
à une solution qui interprète les radios thoraciques. Donc là, on a un couplage image et son qui permet une amélioration, bien sûr, des diagnostics de pathologie cardiaque. Et puis Vemo, qui est un petit dispositif qui capte l'ECG pendant 72 heures. On passe à d'autres solutions qui partagent les données entre le véto et l'éleveur. LifeET, toujours solution coréenne, qui permet en fait chez le propriétaire d'avoir ce que j'ai appelé un pré-diagnostic de parodontite, de luxation de la rotule et d'obésité. Tout ça est basé sur une analyse de photos et de vidéos qui sont prises par le propriétaire. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu de la part d'une autre société coréenne qui s'appelle AI4Pet. NeoVoice, société française qui était très bien placée dans la French Tech. NeoVoice a développé une application qui permet de comprendre, à partir de vidéos ou de photos, les attitudes, les émotions et le comportement des chiens. Cette analyse se fait par l'intelligence artificielle et ça permet en fait de savoir dans quel état est le chien. Alors, il ne s'agit pas d'un diagnostic médical, mais simplement des indications de bien-être. Et tout ça est développé en partenariat avec le CHUVA, donc l'école d'Alfort. Passons à d'autres solutions. Là, on est toujours chez le propriétaire, là. Flappy. Alors Flappy, très intéressant en particulier pour les propriétaires qui sont confrontés au problème des chats qui ramènent à la maison des proies, que ce soit des petites souris encore vivantes, des oiseaux ou autre chose. Donc Flappy, c'est tout simplement une chatière intelligente et cette chatière va se fermer si le chat ramène dans sa bouche, dans sa gueule, s'il ramène quelque chose en fait, que ce soit une souris ou un oiseau. Donc en fait cette chatière est tout simplement équipée d'une caméra et va repérer la gueule du chat. S'il y a quelque chose, pouf, la chatière s'arrête. Donc cette chatière suisse est en précommande, elle devrait être disponible dans les semaines qui viennent, précommande sur le site. Autre solution, et alors là on est vraiment dans une start-up, c'est une start-up qui est hébergée, accélérée par Samsung, par le lab de Samsung. C'est une solution qu'on reverra d'ailleurs pour les animaux d'élevage, solution de surveillance au domicile. Donc on équipe son domicile d'une caméra, la caméra va en fait enregistrer en direct tous les mouvements du chien qu'on laisse à la maison et ça va permettre au propriétaire d'avoir une solution. Et cette caméra peut aussi être couplée à des objets connectés comme une litière ou comme un feeder, une gamelle. Tout ça fonctionne ensemble et permet au propriétaire de surveiller son animal de façon intelligente à domicile. Et je vais ensuite vous parler de deux solutions qui ont été présentées, l'une par des Américains, l'autre par des Coréens, qui sont des solutions qui sont totalement aujourd'hui adaptées aux animaux, et on en a parlé il y a quelques secondes, aux animaux qu'on laisse seuls à la maison. La première, c'est un petit robot que vous voyez ici qui s'appelle Oro et qui est destiné à être un robot de compagnie pour animaux de compagnie. Donc, un robot de compagnie pour le chien, c'est un espèce d'ange gardien, de compagnon qui va lui tenir compagnie, qui va le nourrir, qui va le distraire, qui va lui parler, qui éventuellement peut même lui donner ses médicaments, et qui va permettre aussi au propriétaire, puisque le petit robot est équipé d'une caméra, qui va permettre au propriétaire d'interagir
avec son chien. Ce petit robot est actuellement disponible, il sera livré en avril et il coûte un peu plus de 700 €. Autre solution pour les chiens qu'on laisse tout seuls chez soi, eh ben, la vidéo. Et là, c'est une solution qui s'appelle Dogsplay. C'est en fait un Netflix pour les chiens. Donc aujourd'hui, cette solution coréenne propose plus de 30 épisodes en accès gratuit pour votre chien sur un moniteur. C'est le moniteur qui est vendu, hein, $800. Et là, ce sont des petits films. Vous avez des petits films de l'aventure, des bandes dessinées, de la relaxation et même de la gastronomie pour chiens. Donc, on peut lui passer des films où on voit toute une série de gamelles. Et tout ça est très intéressant parce que ce ne sont pas des films classiques, mais l'image est entièrement adaptée à la vision du chien par un procédé qui s'appelle Dog Filter, qui permet en fait d'avoir les couleurs, la fréquence, le rythme adapté à la vision du chien. Donc voilà quelques petites pépites retrouvées parmi les allées du CES. Et je passe tout de suite la parole à Géraldine qui va nous parler nous donner ses impressions du CES. Bonjour à tous, je suppose que vous m'entendez. Alors, d'abord, merci de me donner la parole. Je crois que Pauline va témoigner après. C'est pour ceux qui ne me connaissent pas, donc vous avez bien sûr mon nom. Je suis spécialiste en nutrition, donc mon quotidien, c'est bien de la nutrition. Mais l'intérêt pour le digital, pour moi, est assez ancien. Il est personnel d'abord, puisque j'ai commencé à avoir un ordinateur à coder. Maintenant, évidemment, c'est très facile et classique, mais ça ne l'était pas il y a 40 ans. Et puis, j'ai cette particularité d'avoir créé un site que vous connaissez peut-être tous, qui s'appelle Cuisine Accro, et plus récemment, un calculateur, donc des algorithmes pour calculer des recettes sur mesure pour les chiens et chats. Donc, pas seulement des rations ménagères, mais aussi mixtes, donc pour équilibrer l'alimentation de chiens ou de chats qui mangent une partie industrielle et une partie ménagère. Donc cet aspect digital, cet aspect calcul m'intéresse beaucoup et depuis très longtemps. C'est un peu la raison pour laquelle ça peut être surprenant de voir quelqu'un qui est spécialiste en nutrition dans cette aventure, mais en tout cas, voilà, c'est l'objet de mon intérêt. Et Rémi, tu peux passer la diapo suivante si tu veux. Donc j'ai trouvé que le résumé de ce que nous avions vu était fait et très bien fait par Annick et Rémi, et je vais vous présenter mes coups de cœur juste après, mais je vais faire un retour d'expérience plutôt. D'abord sur Vegas, j'ai beaucoup voyagé, je suis allée très souvent aux États-Unis, mais dans tous mes voyages, j'étais jamais allée à Las Vegas. C'était donc une première, sur 3-4 jours, c'était assez intense, et comme c'est petit, on fait vite le tour, mais pour ceux qui n'y sont jamais allés, oui, c'est quand même un truc à voir une fois, sous prétexte professionnel. Là, c'était encore plus intéressant. J'y serais pas allée pour des raisons purement touristiques. Mais c'est un peu comme dans une série. Si vous regardez une série qui est à Vegas, c'est tout pareil, avec une notion supplémentaire quand vous y êtes, c'est la 3D. Donc, c'est évidemment l'impression d'immensité des hôtels à 3 000 à 4 000 chambres. C'est que ça pendant 2 kilomètres. Avec des reconstitutions de décors, etc. Donc, c'est quand même assez impressionnant, même quand on a beaucoup vu beaucoup de choses dans le monde. Voilà. La deuxième chose, c'est le CES. Ça faisait plusieurs années que je souhaitais y aller. Et effectivement, c'est un endroit assez intéressant. C'est 2 mots me sont revenus pour résumer. Le premier, c'est immense. C'est extrêmement grand. Et c'est l'infiniment grand et l'infiniment petit, comme toujours, puisqu'on retrouve en fait dans 3 sites vraiment très grands, effectivement, à parcourir à pied, mais c'est la planète dans un tout petit espace-temps. C'est-à-dire qu'en 3 jours, c'est l'opportunité de rencontrer des gens intéressés par l'innovation, même si c'est pas disruptif. Je suis assez d'accord avec ce que j'ai entendu. J'ai vu aucune révolution. Elles sont presque passées, les révolutions dans ce domaine. Par contre, de l'innovation et de l'inventivité, ça oui, il y en a beaucoup. Et c'est cette opportunité de pouvoir parler avec des gens du monde entier, intéressés par cette innovation dans un tout petit espace finalement, même si c'est très grand. Et le deuxième, c'est vivifiant.
parce que ce côté innovation, j'ai mis ça du business et de la fraîcheur, parce que c'est un peu les deux qui sont liés. Évidemment, les gens viennent là pour montrer des solutions, les vendre ou les financer, mais c'est très frais de voir tout ce qu'on peut mettre, ce que le cerveau humain met en œuvre. Et je suis toujours pas bluffée par le mot intelligence artificielle, mais je suis bluffée parce que l'intelligence peut faire d'artificiel. Voilà, c'est les deux concepts qui me viennent. La troisième volet, c'est l'aspect nutrition. Est-ce que j'ai vu des choses intéressantes? Oui. Est-ce que j'ai vu des révolutions? Non. J'ai vu beaucoup de promesses. Et la promesse liée à ces capteurs, je vais dire capteurs GPS, parce qu'ils ne font pas que ça, mais peu importe, ça donne une idée générale. Ces petits capteurs qu'on met sur le collier d'un chien pour capter tout un tas de choses. Ce que j'ai pu constater, c'est que les idées sont présentes, mais les données sont manquantes. Et donc, on en est encore au stade des promesses, avec peu de nouveautés très opérationnelles, mais beaucoup d'idées. Donc, ça donne envie de voir ce qui se passera à l'avenir, bien sûr, puisque aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup d'idées, mais ça doit être nourri par de la data, par des données quantitatives. Il faut beaucoup de données pour aller finalement faire une interprétation statistique des données qu'on récupère. Donc, si vous avez peu de données, vous ne faites pas du tout d'interprétation statistique, elle ne s'applique pas à un individu, et donc on n'a pas d'application réelle. Donc, on est dans cette mouvance-là, il y a beaucoup de... On est encore un peu au stade de la promesse, mais je pense que les promesses seront tenues d'ici quelques années. Et puis, alors, cette image qui m'est restée... Oups, pardon, Rémi. Cette image qui m'est restée, c'est celle de la sphère que vous avez peut-être vue... tu peux revenir sur la diapo précédente si tu veux bien. Cette sphère que vous avez peut-être vue ou qui a été inaugurée par un concert de U2 à Vegas et dans laquelle nous avons pu aller voir une présentation. C'est un peu la redécouverte de l'IMAX, pour ceux qui ont déjà vu ce genre de cinéma en France. Et on a quand même vu un film fantastique avec une qualité d'image exceptionnelle sur le thème « Préservons la planète, ne gaspillons pas », etc. dans l'un des endroits où on gaspille le plus d'énergie au monde pour rien. J'ai trouvé ça assez fascinant. Voilà, chacun pensera ce qu'il en veut. On peut passer, pardon, je suis très bavarde, du coup à la diapo suivante. Et mes deux coups de cœur, donc ce que j'ai vu globalement, tiennent à mon plaisir ou mon attrait pour les maths. C'est des capacités de calcul qui sont décuplées dans un tout petit volume, donc ça c'est génial. Ça donne aussi beaucoup d'applications, plus ou moins abouties, donc pas de révolution sur la techno, par contre des applications et de l'inventivité, pas toujours effectivement abouties. Et donc mes deux coups de cœur pratiques, c'est des sociétés françaises qui les mettent sur le marché, et c'est pas parce qu'elles sont françaises que c'est mon coup de cœur, mais il se trouve que ça a été vraiment les deux choses qui m'ont hyper intéressée, que je trouvais géniales, pas du tout ni dans le monde de la santé ni dans le monde vétérinaire. Mais le premier, c'est ce robot que vous pouvez voir, je sais pas si on peut relancer la vidéo, qui est fait par une boîte française qui s'appelle Enchanted Tools, que je trouve extraordinaire, et il fonctionne vraiment et il tourne vraiment sur une balle de basket, si vous voulez. Donc ça, je trouve ça génial. C'est un outil en plus logistique, donc un assistant pour des zones où l'humain peut être aidé à être plus dédié à des fonctions, vous voyez, pour emmener des plateaux dans un hôpital, voilà, des choses comme ça, ou assister les gens au quotidien, les aéroports et tout. Et ces gens-là n'ont pas fait dans l'humanoïde type, ils ont fait un truc très mignon, un peu animalisé, je trouvais ça vraiment chouette. Et la deuxième, ça peut parler à tout le monde, c'est une appli bien française sur la gestion quotidienne du patrimoine, y compris des charges qu'on a pour payer les trucs qui reviennent à gérer notre appartement. J'ai trouvé ça hyper intelligent, ça s'appelle HomeDom, et c'est fait par des filles en plus. Donc voilà, c'est mon petit coup de cœur très pratique. Et puis je remercie tout le monde, là je passe la parole à Pauline juste après, mais j'ai passé une semaine vraiment intéressante et sympathique avec les trois personnes que vous voyez là, et ça c'était vraiment très très sympa. Donc merci à vous trois. Merci Géraldine. Alors du coup, j'espère que vous m'entendez bien. Super. Moi, c'est Pauline Duval, je suis vétérinaire en production porcine chez Chêne Vert, donc on sort un petit peu du monde des animaux de compagnie. Chêne Vert, c'est un cabinet de 11 sites qui rassemble 52 vétérinaires, et on est spécialisé dans les productions animales organisées, donc c'est tout ce qui est élevage porc, volaille, et on fait aussi également du conseil en bovin, du veau de boucherie.
J'ai toujours eu dans toute ma carrière veto un gros attrait pour les nouvelles technologies et au sein de Chaîne je fais partie du Copil Digitalisation qui est un des piliers de notre cabinet. C'est un axe sur lequel on travaille beaucoup, on a beaucoup de projets, de groupes de travail dans ce domaine. Donc pour l'expérience du CES, donc je rejoins un peu Géraldine sur le Las Vegas, je me serais pas attendue à ça, c'est à la fois tout petit et très grand. Ça a ce côté un peu grandiose avec des hôtels qui sont presque des parcs d'attractions, avec un faux volcan devant notre hôtel, des spectacles tous les soirs. Et en même temps, c'est complètement décalé parce qu'il y a pas trop de préoccupations de tout ce qui est environnement, alors que c'est des choses qui nous concernent beaucoup aujourd'hui. Et c'est très différent du mode de vie européen, je dirais. Pour le CES, c'est une expérience à faire au moins une fois dans sa vie, je pense. En tout cas, si c'est des domaines qui nous intéressent. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'idées foisonnantes. Et ce que j'en retiendrai, c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle dans les solutions qui sont présentées. Et aussi beaucoup de Coréens, comme a dit Annick. Et pour en avoir discuté avec d'autres personnes qui m'ont dit que les Coréens, c'est un peu les nouveaux Français. Parce qu'à une époque, on se moquait un petit peu de nous parce qu'il y avait énormément de stands français au CES. Et maintenant, il y a énormément de stands coréens. On a plein de trouvailles, plein de découvertes qui sont à des stades très différents de développement. On peut aller de l'idée au prototype, au produit qui est déjà commercialisé, ou à des grosses sociétés qui sont vraiment sur le marché. Et bien sûr, de belles rencontres, que ce soit au sein de notre petite délégation. On était peu, mais on se voyait souvent, on était soudés et on échangeait nos expériences. Et aussi des rencontres avec tous les développeurs, les personnes sur les stands, des échanges d'idées. Et c'était vraiment très intéressant. Je peux avoir la slide suivante. Donc, pour les solutions sur les animaux d'élevage, apparemment, c'est une nouveauté. C'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de voir au CES. Il y a beaucoup de Coréens. C'est pour ça que moi, j'ai vu beaucoup de stands coréens. C'est aussi parce que c'était quasiment les seuls à présenter des solutions dédiées aux animaux d'élevage. Je les ai rassemblés en 2 grands domaines. Il y a d'abord la computer vision, qui est l'analyse de données images par l'intelligence artificielle. C'est pas des nouveautés, toutes ces choses-là. Enfin, il y a des détails ou des choses qui sont vraiment spécifiques à cette nouvelle solution qui sont présentées. Mais si je parle de solutions françaises, on a déjà Copix et Dilepix, pour ceux qui connaissent, qui présentent des solutions un peu équivalentes. Mais on a eu tous ces stands coréens qui avaient un peu des concurrents ou alors des choses un peu différentes. Donc Track Farm, où c'est du monitoring d'élevage. Donc l'analyse d'images, elle peut permettre de suivre l'activité des porcs en élevage. Ça peut permettre par exemple de détecter précocement des pathologies, sachant qu'en élevage, on a souvent des problèmes de manque de main-d'œuvre et de besoin d'être assez présent en élevage pour suivre les animaux. Donc de pouvoir automatiser ça par des caméras qui suivent en continu l'activité des porcs, c'est très intéressant. On a aussi des caméras qui permettent d'évaluer le poids des cochons, ce qui permet aussi un gros gain de temps. Donc, Illuvation, c'est une caméra portative qui permettait d'évaluer le poids des porcs. Suite à une analyse d'image avec une caméra stéréoscopique, ça donnait une notion du volume de l'animal en 3D. On a aussi du comptage d'animaux et aussi, pas tout à fait de l'IA, mais dans la même famille. On avait une solution pour le sexage des œufs pour limiter l'élimination des poussins mâles, donc Chick Free, toujours une solution coréenne. Ensuite, le deuxième grand groupe, c'était les objets connectés. Donc pareil, ça existe déjà. En boîte française, on a Medria qui en propose. Donc ça peut être des colliers connectés pour le suivi de l'activité, des boucles d'oreilles connectées. Donc c'est souvent suivi de l'activité, suivi de la température. Ça peut permettre soit de détecter des pathologies comme Farmer's End, qui est plutôt pour les veaux et qui permet de détecter des comportements, des pathologies ou en tout cas de détecter l'activité des veaux.
On a aussi Farm Hub, qui est une solution ukrainienne. Donc, c'est la seule solution non coréenne de ma slide pour les animaux d'élevage, qui permet de bien cibler l'insémination par rapport à l'ovulation. Donc, toujours avec un suivi de l'activité et de la température. Et juste pour l'anecdote, moi, j'avais rajouté une petite trouvaille du CES hors animaux d'élevage, qui est les flics, où c'est des boutons intelligents. C'est tout simple et à la fois, ça ouvre la possibilité de plein de choses. Juste des boutons qui déclenchent une activité et qu'on va programmer avec son téléphone. Si je peux avoir la diapo suivante. Ensuite, si ça peut motiver à des gens à venir faire un petit tour dans la délégation One Health du CES, suite au CES, moi j'en ai profité pour faire un mini road trip voyage découverte des parcs nationaux de l'Ouest américain. C'est complètement en dehors de la période de l'année où la plupart des gens vont visiter ces endroits, mais c'était quand même des belles découvertes. Donc sous la neige, ce qui est assez inhabituel pour ceux qui connaissent. Donc j'ai pu voir la route 66, le Grand Canyon, un petit tour à un monument de vallée, autour de Page avec le Antelope Canyon, l'image tout en haut à droite qui rappelle les fonds d'écran Windows. Et c'était intéressant parce que à la fois Las Vegas, ça fourmille, il y a plein d'activités, il y a des bâtiments dans tous les sens. Et puis dès qu'on s'éloigne, au final, l'Ouest américain, c'est très très vide. Donc c'est des routes, c'est des immensités, et donc ce décalage était intéressant à découvrir. Donc, c'est fini pour moi. Je repasse la parole à Rémi pour la suite de la présentation. Merci beaucoup, Pauline et Géraldine, pour vos témoignages. C'est vrai que pour pas être du domaine de la santé animale, j'ai pris plaisir aussi à découvrir un petit peu tout cet univers, et il y avait énormément d'innovations intéressantes avec des choses qu'on pourrait même transposer en santé humaine et inversement. Donc en santé humaine, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses intéressantes. Alors déjà, il y avait eu le retour du Digital Health Summit, qui était une sorte de micro-conférence au sein du CES, qui était vraiment dédiée à la santé et qui avait disparu les 2 dernières années, qui est revenu cette année, avec du coup un espace d'exposition et des conférences et tables rondes. Alors beaucoup sur l'impact de l'intelligence artificielle dans le monde de la santé, notamment tout ce qui est autour des aspects éthiques, des conférences autour de la santé mentale, santé de la femme ou de la télémédecine avec des partenaires. Il y avait certains laboratoires, des grandes medtech comme Abbott, vous aviez aussi Moderna, vous aviez donc côté français Dassault Systèmes, Withings, etc. Alors, si on devait retenir déjà 3 innovations que j'ai trouvé les plus pertinents, donc il y a Withings qui a dévoilé donc son nouvel objet qui est le BIM-O, qui est un dispositif multiscope qui permet à la fois de faire un check-up complet finalement clinique à domicile, puisqu'on peut prendre le rythme cardiaque, on peut aussi avoir tout ce qui est autour de l'évaluation respiratoire, etc. Donc un vrai check-up. Donc vous avez un énorme stand aussi qui était très visible et très bien fait, avec énormément de vidéos et d'objets aussi à disposition. Vous aviez aussi cette année Magic Mirror, qui a été aussi une best innovation au niveau santé au CES. Donc un miroir qui permet du coup de prendre un certain nombre de constantes. Ça scanne le visage et ça détermine en quelques secondes l'IMC, la tension artérielle, le rythme cardiaque. On avait eu beaucoup de solutions l'année dernière similaires via le smartphone, et là c'est via un miroir connecté. Et puis Géraldine en a parlé, donc de Enchanted Tools, qui a été vraiment une des stars du CES au sens large, parce que c'est vrai que dès qu'il y a des robots, ça attire beaucoup. Ils ont proposé donc plusieurs robots. Il y a Miroki et Mirokai, et qui sont déjà en phase de test à la PHP dans des services de gériatrie et de pédiatrie pour accompagner justement les patients. Donc il y a plein d'usages possibles dans plein de secteurs d'activité, dont le domaine de la santé. Plus globalement, dans les tendances, ce qu'on a vu, c'est beaucoup de choses autour du handicap. Et ce qui était assez surprenant, c'est que rien que sur la délégation française, il y avait 4 startups qui étaient consacrées à la dyslexie. Donc un sujet qui n'est pas souvent abordé, un peu méconnu. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est de voir un petit peu toutes ces startups émerger, donc à travers des lampes connectées, à travers des écrans aussi qui facilitent finalement la lecture pour les
les personnes dyslexiques, ou une start-up aussi que j'ai trouvé très intéressante qui est Glaster et qui propose d'accompagner les enfants dyslexiques pour faire leurs devoirs avec de la gamification, avec du contenu personnalisé qui est boosté par de l'intelligence artificielle. Vous aviez également beaucoup de choses autour des personnes avec des troubles de l'audition. Vous avez notamment Pulse Audition qui propose des lunettes qui utilisent aussi de l'IA pour amplifier le son et masquer aussi le bruit, et ce qui permet de remplacer finalement des prothèses auditives qu'on peut avoir dans les oreilles. Ils ont notamment remporté un pitch Startup Health Tech qui a été organisé par Business France au cours de ce CES. Et puis d'autres solutions comme un avatar qui permettait de faire du langage des signes également. Donc ça, c'est plus pour l'accessibilité sur certains sites web. Et puis également sur d'autres pour les malvoyants avec d'autres solutions pour pouvoir se repérer dans l'espace plus facilement, etc. Donc une tendance forte, c'était autour du handicap. Évidemment, il y avait une forte présence de l'intelligence artificielle avec des startups françaises comme SquareMind qui travaille sur tout ce qui est autour du cancer de la prostate, et avec un robot boosté à l'intelligence artificielle qui aide finalement au diagnostic et qui aide également dans plein de maladies aussi dermatologiques. Vous avez Skezi que vous connaissez peut-être déjà, qui travaille beaucoup sur de la donnée patient, qui propose une nouvelle solution basée sur l'intelligence artificielle pour trier l'ensemble des données. D'autres un peu plus surprenantes. Vous avez une solution qui permettait, grâce à une intelligence artificielle vocale, d'analyser les cris des bébés pour déterminer si le bébé avait faim, s'il était malade, s'il avait de la fièvre, voilà, ce type de choses. Ou Millevue, qui est une startup qui est à Paris Santé Campus et qui travaille sur de l'intelligence artificielle dans l'imagerie médicale pour accompagner les radiologues dans leur quotidien. Donc pas mal de solutions autour de cette thématique-là. Beaucoup de choses aussi, bien sûr, autour des objets connectés, qui sont toujours très présents au CES. Donc, Barracuda, dont on a évoqué tout à l'heure, a présenté un nouveau miroir autour de la santé mentale qui permet, face au miroir, en posant quelques questions et en faisant une analyse du visage, de pouvoir finalement déterminer l'état mental de l'utilisateur et de pouvoir apporter après des conseils et recommandations. Donc ça, c'est la nouveauté de Barracuda cette année. Vous aviez également Iki qui permet de faire des tests urinaires à domicile. Et puis, on l'avait déjà vu l'année dernière et on l'a encore vu cette année, beaucoup de bacs connectés, notamment d'acteurs coréens, qui permettent d'avoir un suivi de sa santé au quotidien, que ce soit la température, les pas, le sommeil, etc. Ou des outils également autour du sommeil. C'est notamment le cas du Motion Sleep, qui est un coussin connecté qui s'adapte à la personne pour adapter le sommeil et également pour lutter contre les problèmes d'apnée du sommeil ou de ronflement. Beaucoup de choses autour aussi des wearables, donc tout ce qui est porté, objets connectés portés, que ce soit des semelles de tracking qu'on met dans les chaussures, des vêtements, et beaucoup de choses autour des oreillettes auditives. Il y en avait au moins une bonne dizaine dédiées sur ce sujet, et principalement d'acteurs asiatiques, donc coréens, taïwanais et chinois. Bien sûr, il y avait plein d'autres solutions présentes. Un des acteurs français qui était très présent, c'est Galéon, qui travaille donc sur la technologie de la blockchain pour héberger et structurer les données, notamment dans les hôpitaux. Ils travaillent déjà avec plusieurs CHU en France. Ils ont obtenu 3 Innovation Awards cette année. Donc un acteur présent, très visible. Vous aviez toutes leurs équipes portaient une blouse blanche avec également des stéthoscopes, etc. Donc une délégation très visible. Vous aviez Zoé Care aussi, qui est sur l'accompagnement au domicile. Donc là, on n'est plus dans la silver economy pour l'accompagnement des patients au domicile et pour prévenir notamment les chutes. D'autres solutions autour, encore une fois, des tests urinaires, de déceler aussi des maladies oculaires via des casques de réalité augmentée, de la réalité virtuelle intégrée également à de la télémédecine. Donc beaucoup de solutions, et notamment les premiers aussi capteurs et les premières neuroprothèses qu'on a pu voir en démonstration. Donc pas mal de solutions différentes dans plein de domaines d'activité, et vous aviez notamment aussi des choses autour, par exemple, de tout ce qui est informatique quantique. C'est notamment ce que propose la start-up française Colibri, qui propose une solution pour faciliter l'accès à cette technologie qui, couplée à l'IA, va sûrement devenir une technologie de plus en plus
importante dans plein de domaines d'activité, et notamment dans la santé. Vous aviez des solutions autour de la dermatologie, du test également, de suivi, de tracking de ces données de santé via smartphone, comme on avait pu déjà voir, d'outils pour délivrer aussi les médicaments dans les hôpitaux ou accompagner dans les centres de recherche. En tout cas, ce qui était intéressant de voir sur le domaine de la santé, c'est qu'on avait à peu près, je crois, 400 exposants santé, donc tout pays confondu. Et c'est vrai que majoritairement, on s'est retrouvé donc sur ce volet santé connectée et également sur tout ce qui était autour du handicap et de l'IA. Alors, quelques autres innovations, c'est vrai qu'il y avait une multitude de robots qui étaient présents. Vous en aviez sur le stand LG notamment. Donc, Annick a parlé de Oro tout à l'heure pour être le compagnon des chiens et des chats. Vous aviez également du coup le petit robot Buddy qui vient d'une société française qui est Blue Frog Robotics, qui propose ce robot qui équipe notamment pas mal d'EHPAD aujourd'hui pour accompagner les personnes qui sont en manque de mobilité et qui sont en solution en étant un peu seuls. Un des robots aussi qui a beaucoup marqué, c'est celui de Samsung, le petit robot Beidie, qui permet du coup d'être un assistant à domicile, c'est-à-dire qu'il va vous faire plein de rappels, il va vous suivre, il va pouvoir vous afficher sur les murs la météo, vous afficher une vidéo, tout ce que vous souhaitez, et il va être là pour vous accompagner au quotidien à la maison. Et puis vous aviez aussi, donc ça c'était dans le cadre de la sphère, pas mal de robots qui étaient présentés, des robots humanoïdes, c'est vrai, avec une avancée assez forte, puisque c'était des robots qui avaient déjà été présentés l'année dernière, mais qui ont maintenant des capacités, grâce à l'IA, beaucoup plus fortes en termes d'interaction avec l'humain. Au-delà des robots, il y a la Green Tech, donc qui fait du coup le lien avec ce sujet One Health, qui était à l'honneur avec plusieurs startups françaises intéressantes. Vous aviez par exemple Moluscan AI qui propose une solution qui fait la biosurveillance de la qualité de l'eau. C'est notamment utilisé dans les exploitations pour les élevages d'huîtres, etc. Une autre solution, c'est KAE qui est autour vraiment de propulsion, de motorisation complètement électrique pour être utilisé dans le monde nautique et donc pour décarboniser aussi tout cet environnement-là. Ou également un cube qui s'appelle WaterCube qui vient des États-Unis et qui permet d'extraire finalement de l'eau potable à partir de l'air ambiant. Donc ça permet de recycler directement aussi cette partie-là. Donc pas mal d'innovations autour de la santé environnementale et de l'environnement au sens large. Et puis comme autre sujet, on a vu beaucoup de choses autour ce qui était appelé là-bas l'hashtag, donc plutôt la silver economy, des solutions d'accompagnement. La mobilité était très présente avec pas mal de concept cars intéressants, beaucoup de choses aussi autour des vélos, des trottinettes, et puis il y avait beaucoup de choses autour de la gamification et de l'e-sport, donc des choses assez intéressantes pour les gamers qui sont intéressés par ces sujets, avec des grands stands chez Samsung, chez Sony, qui permettaient de tester pas mal de solutions. Et puis, il y avait quelques objets insolites. Alors, il y a eu le retour de ce qu'on pourrait appeler la Poutech, comme l'année dernière, avec des solutions autour de toilettes connectées. Vous aviez également des grilles connectées qui permettent à booster à de l'IA pour optimiser et personnaliser les cuissons. Et puis, un des héros, on va dire, des objets insolites qu'on a le plus vu, peut-être dans la presse, vous l'avez peut-être vu, c'est le petit objet Rabbit, qui a vocation à remplacer le smartphone pour pouvoir tout faire avec ce petit objet-là. Donc, qui a été beaucoup mis en avant pendant ce CES et qu'on a beaucoup vu. Et d'autres objets qui sont plus autour de la sexualité, de l'accompagnement en sexologie, etc. Et puis, une expérience aussi intéressante qu'on a vécue, c'est le tunnel Tesla. C'est au sein d'un des halls d'exposition pour passer d'un hall à l'autre. Tout simplement, il y avait un tunnel où vous preniez une Tesla pour passer d'un hall à l'autre. Donc, c'était assez intéressant parce que si vous n'aviez pas trop de voitures devant vous, dans les Tesla, ils s'amusaient à faire des petites pointes intéressantes dans les tunnels, ce qui se permettait d'avoir une expérience aussi intéressante et du coup, permis à Tesla de mettre en avant aussi ses voitures. Et puis pour finir, c'est vrai que le CES, c'est aussi une vraie expérience, on l'a évoqué, et notamment la sphère, où c'est vrai que ça pourrait rappeler la géode, comme on peut
pas voir la Villette en France ou d'autres images comme ça. Et c'est vrai que la qualité de l'image était assez impressionnante et bluffante. C'est vrai que je pense que ce qui peut être intéressant de voir dans cet environnement-là, c'est des concerts comme U2 récemment, qui permettent, je pense, d'avoir aussi une expérience encore plus optimale. Mais on peut dire que la Sphère, c'était peut-être la vraie star du CES cette année, parce que tout le monde en parlait et tout le monde voulait aller vivre une expérience dans ce lieu-là. Et puis Las Vegas, c'est beaucoup de choses, on l'a dit, l'immensité des bâtiments. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est surtout qu'on est toujours exposé à du son et de la lumière en permanence. Donc lumière permanente, que l'on soit dans les hôtels ou en extérieur. Donc voilà, c'est une expérience à vivre, comme l'ont dit Pauline et Géraldine. Et en tout cas, pour ceux que ça intéresse, on vous encourage à nous rejoindre l'année prochaine pour venir partager le CES 2025. Est-ce que vous avez des questions et des commentaires? N'hésitez pas à utiliser le chat. Je ne sais pas si Annick, tu voulais compléter par rapport à tout ce qu'on a pu voir. Ton micro est coupé, Annick. Excusez-moi, si j'ouvrais mon micro, ça irait un petit peu mieux. Je voulais simplement te remercier, Rémi, pour cette très belle présentation et dire que de notre côté, si pour Vetintech c'était la 5e participation au CES, rappelez que la santé animale prend de plus en plus d'importance au cours de ce grand salon. Donc c'est très positif pour nous. Mais le fait de s'être rapproché de toi et de Buzz e-Santé et d'avoir parcouru ces allées tous ensemble et toutes les réunions qu'on a pu aussi avoir le soir a fait de ce CES et de cette délégation un moment particulièrement intéressant. Donc je pense que au niveau de la santé animale, le fait de regarder de très près ce qui est en train de se passer en santé humaine est très important et très enrichissant pour nous. Donc, très bonne initiative de notre côté. On est très content de s'être rapproché de la santé humaine et cette initiative Vetintech Buzz e-Santé a vocation à perdurer. Merci aussi à Géraldine et à Pauline pour leur participation active et très sympathique à cette délégation et pour leur témoignage. Merci à tous. Merci aussi aux personnes qui sont venues nous rejoindre pendant 1 heure chacune, que ce soit Barracoda, Invoxia et Maniti, qui ont chacune passé, donc les dirigeants de ces sociétés ont passé 1 heure tous les soirs avec nous et ça a été extrêmement enrichissant de les avoir avec nous. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être transposables, je pense, entre les deux univers, santé humaine, santé animale. Et c'était intéressant de voir qu'il y a des technologies, ou en tout cas des tendances un peu similaires aussi autour des objets connectés, de l'IA et autres. Donc beaucoup de perspectives. Alors je vois dans les questions, il y a une question sur les neuroprothèses. Alors c'était pas les neuroprothèses d'Elon Musk, le Neuralink qui était présenté, c'était une société chinoise qui proposait une autre neuroprothèse, mais qui était encore en expérimentation, mais qui a eu un Innovation Award, qui était dans la zone des Innovation Awards. Donc voilà, c'était pas celui d'Elon Musk qui a eu quelques déboires aussi récemment dans ses tests, mais en tout cas, il y avait pas mal de choses intéressantes. Alors une autre question sur le fait d'être heureux des contacts avec les acteurs non français. Je ne sais pas, Pauline et Géraldine, est-ce que vous avez beaucoup échangé, donc je pense avec les acteurs coréens notamment, mais du coup, est-ce que vous aviez un retour d'expérience sur ça?
Bah, je dirais que les discussions sont plus ou moins faciles selon on va dire la facilité avec l'anglais, parce que il y a un peu ce côté entre français, quand on se parle en anglais, on se comprend bien. Si on parle à des anglais, on se comprend bien, mais un français qui parle anglais et un coréen qui parle anglais, on peut avoir un peu de mal à se comprendre. Mais globalement, il y avait des échanges assez faciles et beaucoup de motivation, beaucoup d'idées et beaucoup de. C'est vrai que les idées ont l'air de se développer assez rapidement là-bas. Ce qu'on peut rajouter, c'est que c'est quand même la seule occasion pour nous, je dirais français, européens, de rencontrer ces fameux Coréens qui vont à toute vitesse, qui ont, je dirais, une idée par jour, ou au moins une idée tous les mois, qui avancent très vite, qui n'ont aucun frein ni administratif ni réglementaire, et qui n'arrêtent pas de nous proposer des solutions qui verront ou pas le jour, mais c'est pour nous la seule occasion de les rencontrer. Alors c'est vrai que sur les stands, les interlocuteurs étaient assez différents. On n'avait pas toujours des gens qui parlaient un très bon anglais ou qui étaient aptes à répondre, mais systématiquement, ils nous donnent le nom du contact et c'est par exemple ce qui sera dans le rapport CES, où tous les contacts, toutes les vidéos seront répertoriés, ce qui permet d'en savoir quand même beaucoup plus sur ces solutions étrangères. Mais les contacts sont quand même très très importants. C'est le seul moyen pour nous d'avoir des contacts aussi intéressants avec des gens d'autres pays ou d'autres continents. Géraldine, tu voulais compléter? Je veux bien ajouter un petit commentaire. Oui, je pense que 3 types de contacts. Le premier, c'est d'avoir accès. Alors, il se trouve que notre délégation, on avait la chance d'être une petite délégation santé au sein d'une grande délégation française et de rencontrer, de prendre le petit déjeuner le matin, en fait, ensemble avec tous ces gens. Ce qui fait que ça vous donne une opportunité autour d'une table où il y a 10 personnes de rencontrer des gens très loin de notre univers habituel. Alors parfois un peu par hasard, mais en tout cas c'est une vraie opportunité de discuter avec des responsables du MEDEF, avec des avocats qui s'occupent de propriété intellectuelle, etc. Ça c'est hyper intéressant, j'ai ce premier ressenti là. Le deuxième c'est en termes international, pour avoir un peu l'habitude d'aller dans des pays parfois très loin. C'est vrai que c'est quand même très agréable de pouvoir se frotter, en tout cas aller discuter, parfois avec un peu de difficulté de langage, c'est vrai, mais avec des gens qui font de l'innovation comme ça ou qui proposent des produits qui ne sont pas forcément récents ou qui peuvent être déjà sur le marché, mais auxquels on n'est pas tellement exposé. Je sais pas, il y avait une grosse délégation italienne, je sais pas combien de temps j'ai pu passer, mais j'ai regardé beaucoup de stands. Pendant une heure, vous voyez 20 ou 30, alors on ne s'arrête pas devant tous, hein, bien sûr, enfin, on n'est pas toujours intéressé par tout, mais ça donne vraiment l'opportunité d'aller discuter avec ces gens-là, que ce soit les Coréens, mais les Italiens, les Américains, que sais-je, c'est hyper intéressant. Et donc, c'est vraiment ça, pour moi, l'espace-temps est réduit et en même temps, ça nous ouvre la planète entière en 3 jours, ce qui est quand même génial. Et le troisième aspect, je crois qu'il y a une question là-dessus, c'était sur le fait qu'on voit d'autres délégations et que ce soit un prisme business attente du côté des visiteurs. Oui, en tout cas, c'est un prisme des exposants. Clairement, il y a des gens qui viennent pour chercher soit des financements, en tout cas qui espèrent par ce biais-là en trouver, soit des acheteurs ou des distributeurs potentiels. Donc, c'est clairement un prisme existe. C'est pas juste de la curiosité ou de voir ce qui se fait. Les gens qui viennent là, de toute évidence, sont là pour montrer ce qu'ils font, chercher des financements ou bien, évidemment, chercher des distributeurs pour un pays ou un autre. Oui, clairement. Ça, c'est il y a certaines même startups qui n'ont pas il y a certaines startups qui n'ont même pas de stand et qui louent des suites dans les hôtels et qui enchaînent les rendez-vous. Donc là, c'est vraiment dans une vocation de créer du business derrière ça. Sur les questions, une question de Lina aussi sur en santé humaine. Est-ce qu'il y avait une période de la vie plus investie au niveau de l'innovation ou l'aire thérapeutique? Alors, je vous ai parlé du handicap. Dans les aires thérapeutiques, il y avait pas mal de choses plus autour, on va dire, du sommeil, de la santé.
ou finalement du suivi au quotidien de la pathologie, mais il n'y avait pas forcément beaucoup de choses axées sur soit que l'oncologie, la rhumatologie, etc. C'était vraiment beaucoup de solutions pour un suivi, un check-up complet de sa santé, et pas spécifiquement à cette partie-là. Ensuite, il y a une autre question sur le Digital Health Summit. Alors, pour être transparent, il y avait énormément de conférences, donc c'était pas possible de tout voir, mais ce qui est ressorti, c'est certaines annonces de grands industriels, comme Dassault Systèmes ou Abbott, qui continuent à travailler sur de nouvelles solutions à base d'IA pour l'accompagnement des patients, notamment à l'hôpital. Et je crois que c'était la première fois aussi où il y a eu une conférence dédiée vraiment à la santé de la femme, donc avec beaucoup de choses autour du suivi gynécologique. Il y avait des thématiques autour de l'endométriose, ménopause, etc. Beaucoup de choses comme ça. Et puis une dernière question que l'on voit de Franck Noël, c'est sur tout ce qui est certification medical device. Alors c'est sûr qu'il y a un décalage, je pense, entre toutes les solutions qu'on a pu voir venues d'Europe. La plupart qu'on a vu présenter étaient déjà des dispositifs classés, au minimum classe 1. Et puis, par contre, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de solutions coréennes, taïwanaises ou chinoises où il n'y a pas les mêmes modes de régulation, donc il n'y a pas cette certification forcément medical device présente. En tout cas, sur ce qu'on a vu, en tout cas sur les stands européens, que ce soit France, Italie, Pays-Bas, Belgique, etc., il y avait quand même, la plupart avaient déjà la classification marquage CE, et bien sûr avec le nouveau règlement qui vont se mettre aussi en application sur cette thématique-là. Je ne sais pas si du côté santé animale, Annick, vous avez vu aussi cette thématique. Non, je vais tout à fait dans ton sens, et est absolument évident que quand on parle avec des Chinois ou avec des Coréens de dispositifs médicaux, ils emploient le terme sans mettre derrière ce que nous, Européens, mettons derrière, c'est-à-dire le marquage CE, la possibilité de commercialiser. Pour eux, c'est un objet connecté. Pour eux, pour la santé, c'est donc un dispositif médical. Donc, nous n'avons pas du tout la même définition du dispositif médical. Donc ça, c'est pour la santé. Quant à la santé des animaux, il n'y a carrément aucune, comme nous d'ailleurs en Europe, il n'y a aucune réglementation, aucune certification nécessaire à la mise sur le marché dans tous les pays et sur tous les continents. Mais je vais prendre simplement un exemple qui est assez frappant, c'est Maniti, dont je vous ai parlé, ce petit dispositif miniaturisé qui sert à surveiller l'anesthésie. Donc ce dispositif a été développé par des spécialistes de neurosciences lyonnais. Il est actuellement, comme je vous le disais, testé chez l'animal de compagnie dans les cliniques Anicura. Il va être mis à disposition dans les semaines qui viennent des vétérinaires, et il est actuellement en cours de certification pour être dispositif médical. Donc, ils sont en train de franchir toutes les étapes et de parcourir ce long chemin de croix pour la certification et l'obtention donc du label dispositif médical du marquage CE. Donc là, c'est aussi un moyen de voir les deux parcours. En tout cas, je vois qu'il n'y a plus de questions. Alors, avant de conclure, peut-être juste vous rappeler, on sera présent aussi avec Annick à un événement One Health qui est organisé par OnePoint le 29 février. Donc, un grand événement justement sur ce triptyque santé humaine, santé environnementale, santé animale. Et du coup, on aura l'occasion de refaire aussi un débrief de ce qu'on a pu voir au CES. Et puis, si vous avez d'autres questions et si vous avez déjà aussi en tête, pourquoi pas alors, c'est peut-être un peu tôt de participer à la délégation de l'année prochaine. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et puis, on pourra échanger sur ce sujet sans problème. Et puis, si ça vous intéresse aussi, on propose aussi de faire du coup des offres clés en main avec à la fois le rapport complet des innovations, plus une conférence clé en main pour présenter plus en détail les innovations qu'on aura pu observer. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Oui. Oui, on peut aussi rajouter qu'après-demain, donc jeudi à midi,
Grégory Santaner, membre aussi de VetInTech, secrétaire de VetInTech et cofondateur avec moi, organise un post-CES et ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus et d'avoir la vision de Grégory sur ce CES. Donc, deux webinaires tout à fait complémentaires. Merci à Rémi, merci Géraldine, merci Pauline pour ce rapport CES, post-CES extrêmement large avec une vision complémentaire de la santé humaine et de la santé animale. Merci à tous. Merci Bon après-midi et à bientôt.